Alors, Cécile Gladine est chercheure à l'INRA dans l'UMR Nutrition Humaine de Clermont-Ferrand et travaille dans l'équipe Nutrition et Santé Vasculaire. Et Romain Billot-Morel est ingénieur de développement chez Algae Natural Food, une entreprise alsacienne de biotechnologie qui travaille à la culture donc, de microalgues, en plus pas seulement des microalgues, mais des microalgues éco-conçues. Donc, ils vont nous expliquer cela. Je ne sais pas lesquels des deux commencent pour vous. Voilà. Il y a un pointeur ou pas? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis chercheur à l'INRA. Alors, je ne suis pas forcément spécialiste des microalgues, mais c'est vrai qu'en tant que nutritionniste, c'est une matrice qui nous intéresse pour des raisons que je vais expliquer tout de suite. Un petit point rapide sur les microalgues. Donc, alors, peut-être pas à la hauteur des insectes, mais en tout cas, c'est une famille nombreuse et hétérogène. Sort des organismes unicellulaires, microscopiques, photosynthétiques. Procaryotes ou eucaryotes. Il y a plus de 50 000 espèces identifiées, seulement 30 000 sont bien caractérisées et seulement quelques-unes sont produites de façon industrielle. Donc encore un peu comme pour les insectes, il y a vraiment un potentiel qui est encore pas complètement exploité. Comme on disait, microscopique, en général 3 à 20 micromètres de diamètre, photoautotrophiques ou hétérotrophiques. Alors, ce sont des organismes ubiquitaires. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, elles sont bien sûr retrouvées dans les milieux aqueux, également dans les milieux terrestres, mais c'est plutôt les milieux aqueux qui intéressent en tout cas l'industrie. Elles sont capables de survivre dans des environnements extrêmes, et c'est un point assez important, puisque c'est de par cette capacité à survivre et surtout à adapter leur métabolisme dans des conditions de salinité extrême, température, lumière, présence ou absence de nutriments. Ce qui va être intéressant, c'est qu'elles vont pouvoir accumuler tout un tas de composés qui peuvent être d'intérêt nutritionnel. Donc véritablement, on a une grande diversité d'espèces qui peuvent donc produire une grande diversité et surtout des niveaux très variables de composés d'intérêt nutritionnel. Et également, donc, comme on le verra peut-être un petit peu par la suite, cette capacité d'adapter leur métabolisme et donc d'accumuler dans leur biomasse ou d'excréter, c'est un peu moins fréquent dans le milieu, une large gamme de composés. Donc il y a des métabolites primaires tels que les protéines, les lipides, les glucides. Selon l'espèce et selon le mode de culture, les microalgues peuvent accumuler entre 40 et 70% de protéines. Donc vous voyez, c'est quand même très variable. 4 à 20% de lipides, 8 à 60% de glucides, et également des métabolites secondaires qu'on verra par la suite. Donc il y a les aspects quantitatifs mais également qualitatifs, puisque ces métabolites secondaires sont souvent bioactifs et présentent un intérêt pour la santé humaine, tels que les pigments, toute une gamme de vitamines, en tout cas les plus importantes, des polysaccharides qui ont la particularité, en ce qui concerne les algues, que ce soit les macroalgues ou les microalgues, d'être sulfatés, ce qui leur confère des propriétés biologiques intéressantes, des acides gras polyinsaturés, bien sûr, et des peptides bioactifs. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on l'a un petit peu abordé, effectivement. Donc c'est une première partie de ma présentation, c'est vraiment sur les aspects quantitatifs, puisque depuis déjà le début, les années 50, déjà les microalgues avaient été identifiées comme une source alternative de protéines prometteuses, et ça a tout son sens aujourd'hui quand on connaît effectivement ces chiffres de 9 milliards d'individus d'ici 2050 selon la FAO, et ce besoin clair d'augmenter la production alimentaire, notamment des protéines, et les prévisions de la FAO estiment que si on continue dans ce sens, il faudra produire jusqu'à 410 milliards de kilogrammes de viande pour couvrir les besoins, ce qui semble absolument impossible. Donc la nécessité de trouver des alternatives pour la couverture de ce besoin, notamment en protéines. Et les microalgues sont véritablement intéressantes pour plusieurs raisons. Déjà par leur forte concentration en protéines. Par exemple, je ne sais pas si vous verrez, la spiruline, qu'on abordera tout à l'heure, qui peut contenir de 50 à 70% de protéines, ce qui est énorme par rapport aux protéines plus traditionnelles, enfin en tout cas aux sources plus traditionnelles qui sont ici, telles que le riz, le lait, le soja ou la viande, qui sont bien en dessous. Du Naliella, qui est une autre microalgue qui produit 50 à 100 fois plus de protéines par unité de surface que les sources animales. Le profil en acides aminés, on l'a vu tout à l'heure sur les insectes, là c'est la même chose, c'est assez équilibré. Il y a la présence des acides aminés essentiels. Et puis donc ces aspects plutôt, les paramètres agronomiques,
qui montre que les microalgues ne nécessitent pas de terre arable, donc il n'y a pas de compétition avec la production de plantes terrestres, notamment. Des rendements supérieurs aux plantes terrestres. Bien sûr, elles contribuent à la captation du CO2 et elles peuvent, ça on le verra aussi tout à l'heure, utiliser, en tout cas être produites via l'utilisation d'effluents industriels. Donc tout ça en fait vraiment une source intéressante. Et donc on parle d'alimentation du futur. Alors bon, il faut savoir quand même que les microalgues sont consommées. Alors bien sûr, c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais en tout cas, elles sont consommées depuis des milliers d'années, comme on peut le voir sur cette peinture qui montre des Aztèques qui collectaient déjà des microalgues pour en faire ensuite des gâteaux. La spiruline et la chlorelle sont faites de microalgues produites déjà de façon industrielle, donc je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est déjà une réalité, en tout cas dans le monde de l'agroalimentaire. Elles sont utilisées d'ailleurs pour la fabrication de divers aliments, des sauces salades, des boissons, des pâtisseries vendues comme complément alimentaire. Donc par contre, clairement, encore aujourd'hui, c'est quand même des niches et la contribution des microalgues vraiment à la sécurité alimentaire, en tout cas européenne, n'est pas encore d'actualité. Donc là, je voulais juste vous donner un exemple sur ces aspects vraiment quantitatifs. Et un exemple qui me paraissait intéressant parce qu'il est conduit in vivo, on y reviendra tout à l'heure, chez l'homme, en tout cas chez des enfants dénutris, et qui montre clairement l'efficacité de ce genre de sources protéiques chez des enfants dénutris. Donc c'était une supplémentation en complément d'une alimentation standardisée, avec au sein spiruline, on voit clairement que la prise de poids est largement optimisée lorsque les enfants étaient placés sous supplément en spiruline, et également des aspects plus santé sur l'albumine, par exemple. Donc le deuxième aspect que je voulais aborder, c'est qu'au-delà de l'aspect quantitatif, source alternative de protéines, qui est clairement une réalité aujourd'hui, il y a l'aspect aussi qualitatif. Et donc là, on est sur d'autres chiffres, mais également on a une population non seulement qui s'accroît, mais également qui vieillit, avec une population, la population des plus de 60 ans qui est supposée doubler d'ici 2050, et également des consommateurs qui sont de plus en plus soucieux de la qualité de leur alimentation et de l'aspect santé, en tout cas des aliments. Donc il y a vraiment une nécessité de fournir une offre alimentaire de qualité, riche en bioactifs, qui répond aux besoins et aux envies du consommateur. Et là encore, les microalgues ont vraiment une carte à jouer, puisque au-delà de l'aspect quantitatif, protéines, lipides, glucides, il y a tout un tas de composés, comme on l'a vu tout à l'heure, de métabolites secondaires qui présentent vraiment des intérêts. Donc j'ai repris encore ici l'exemple de la spiruline, où on voit tout un tas du bêta-carotène, des acides gras, des lipides ou des polysaccharides qui ont été recensés récemment, et enfin en tout cas sur cette revue qui montrent des effets antioxydants, des effets anti-inflammatoires, régulateurs de l'immunité, etc. Donc tout ça peut vraiment présenter un intérêt en termes de compléments nutritionnels. Donc ici, un deuxième exemple, pareil, alors il n'y en a pas beaucoup, et j'y reviendrai encore, c'est vraiment un exemple rare qui s'est conduite chez l'homme, avec une supplémentation et vraiment des mesures réalisées in vivo. Je pense que c'est important. Donc là, c'était une étude réalisée chez des sujets, chez des sportifs. L'idée étant de voir est-ce que la supplémentation en spiruline permettait de réduire le stress oxydant. Et donc on voit bien que ce sont des adultes qui avaient consommé le supplément soit de spiruline, soit de soja pendant 3 semaines, et à la suite de quoi ils faisaient un exercice. Et donc on voit une diminution de certains paramètres de l'oxydation lipidique, tels que le MDA, qui est surligné en jaune, ou la SOD, qui est une enzyme antioxydante, qui montre effectivement un aspect plutôt bénéfique de la supplémentation en spiruline, tandis qu'on ne voit rien avec le placebo. Donc pour conclure sur ma partie, je dirais que sans conteste, les microalgues représentent une source alimentaire prometteuse sur le plan quantitatif et qualitatif. Par contre, vraiment, il faut souligner qu'aujourd'hui, donc je vous ai montré un tableau avec tout un tas de bioactifs et d'effets supposés,
Mais véritablement, il s'agit à 90% d'études réalisées in vitro. Donc elles sont encore difficilement transposables véritablement à l'homme, et il est vraiment nécessaire de prendre en considération la notion de biodisponibilité qui est essentielle pour vraiment valider un effet santé chez l'homme, puisque ce qui va être vraiment dans la microalgue, il faut voir ce qui arrive véritablement au tissu, quel est l'impact sur le métabolisme, quel est l'impact vraiment sur une fonction en particulier. Donc ça, c'est vraiment un manque aujourd'hui dans la recherche en tout cas, et sur cette biomasse alimentaire. Également peu de données scientifiques sur l'impact de différents processus industriels, des modes de préparation, des quantités optimales de microalgues à incorporer dans les matrices alimentaires pour avoir l'effet escompté. Et puis donc ce sera la transition parfaite pour mon binôme, c'est vraiment aussi la question d'être capable de produire cette biomasse et les extraits, puisque c'est vraiment sur la production des extraits qu'il y a des coûts et un impact aussi potentiel environnemental. Il faut vraiment envisager une production durable pour répondre aux besoins, que ce soit alimentaires ou de durabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup Cécile. Alors on enchaîne. Je me présente, je m'appelle Romain Billot-Morel, donc je suis ingénieur développement chez Algae Natural Food depuis 2 ans. Donc je vais essayer de voir avec vous ce que c'est la spiruline, déjà quelle forme ça a, comment on la produit, et je vais aussi m'attarder, disons, sur le modèle économique de notre entreprise qui est très intéressant puisqu'il est basé sur la théorie du Blue Ocean. Donc l'entreprise en tant que telle, elle a été créée en 2014 à l'initiative de 3 personnes, donc Monsieur Francis Kurtz, donc diplômé de l'INSEE de Fontainebleau, et Monsieur Philippe Grandvillain, qui est un doctorant en chimie, et également une 3e personne, Detlef Weber, qui n'est plus actuellement dans la société. Donc on est basé en Alsace, et on a un très fort ancrage en Alsace, c'est-à-dire qu'on privilégie les entreprises locales. On a déjà créé, pas moi personnellement, l'entreprise a déjà créé 16 emplois et on s'apprête à recruter 12 personnes. Donc s'il y a des spécialistes en microalgues dans la salle, on est preneur. Notamment au niveau industriel, on est je vais déjà parler de ça maintenant. On est en stade semi-industriel actuellement, c'est-à-dire qu'on produit 60 kg par mois. Donc le but, c'est de produire 1 tonne par mois à la fin de l'année. Donc autant dire que la tâche est énorme, et c'est pour ça qu'on s'apprête à recruter 12 personnes. Donc on a déjà investi 1 million d'euros dans la société, donc on s'apprête à investir 12 millions pour devenir, on l'espère, leader français. Alors, je vais m'attarder cette fois-ci donc sur le principe même de la production. Donc nous, ce qui nous différencie des autres entreprises productrices de microalgues, en tout cas, ce qui nous différencie de certaines, c'est qu'on recycle l'eau des industries. Donc on est couplé à Strasbourg, sur le port autonome, à un industriel que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Cargill, donc grand groupe mondial. Et Cargill donc a une usine sur le port autonome qui est une malterie, donc elle transforme l'orge tout simplement en malt. Donc l'entreprise Cargill utilise la chaleur pour tout simplement, il y a une étape qui s'appelle le touraillage lors de la transformation de l'orge. C'est ce qui développe, c'est ce qu'on peut comparer ça à la torréfaction des grains de café. On a à peu près la même chose avec l'orge. Et donc comme je le disais, on a un ancrage très fort en Alsace. Donc ça, c'est nos locaux à Elkirch. Voilà, on est encore une petite société, hein. On espère vraiment s'agrandir d'ici l'année prochaine. Donc, je pense qu'on a beaucoup parlé des enjeux mondiaux jusqu'à maintenant. Donc, on parle très très souvent de la date de 2050, où on estime que la population aura atteint 9 milliards de personnes et que on aura atteint, disons, les limites d'un mode de production. Et donc, Algae Natural Food a vraiment ciblé plusieurs soucis, donc notamment au niveau halieutique, c'est-à-dire l'épuisement de la ressource marine. Il faut savoir que dans le monde, il y a 800 millions de personnes. Leur principale source de protéines, c'est le poisson. Donc, il faut trouver soit des alternatives ou soit modifier les techniques de production.
Évidemment, l'agriculture, au niveau de l'agriculture, chaque mois, on voit des nouvelles affaires. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Et donc, nous, on a visé plusieurs marchés. Donc, celui-là des compléments alimentaires, donc pour consommer directement sous forme de comprimés ou en poudre. Les industries agroalimentaires, donc il faut savoir qu'on peut intégrer comme les insectes, donc sous forme de farine, directement dans l'alimentation. Je vous montrerai plusieurs exemples après. Et pour l'alimentation animale, donc aussi pour les poissons, mais également pour les volailles et l'industrie, les élevages porcins. Donc notre moteur, c'est l'innovation évidemment, et ce qui nous différencie des autres, donc comme je vous l'ai dit, d'une part c'est la synergie avec les effluents industriels, donc le recyclage des eaux. Ce que nous apportons en fait, ce qui n'existe pas et ce que les microalgues ont besoin, c'est du nutriment. Donc nous apportons des nutriments d'origine entièrement végétale, d'origine organique. Et ce qui nous différencie également, oui, c'est la technologie de rupture. Donc je vais vous parler juste dans 2 diapos des différentes technologies et je vais vous expliquer donc en quoi notre process est innovant et l'économie d'échelle. Donc les marchés, comme je l'ai dit, on vise donc le marché des compléments alimentaires, donc sous forme de poudre ou de comprimés. Donc on a déjà un contrat d'approvisionnement qui est signé pour 5 ans donc avec notre partenaire Terrasana. On effectue aussi actuellement une étude en collaboration avec l'INRA, donc qui vise à montrer l'efficacité dans l'alimentation donc en microalgues chez la truite et le bar. Donc les études portent sur le poids des poissons, sur leur vitalité, sur la couleur et également parce qu'il faut savoir que les microalgues peuvent modifier la couleur de la chair du poisson, notamment dû aux pigments. Et donc l'industrie agroalimentaire, donc on a aussi des contrats d'approvisionnement. On a un contrat qui est signé par exemple avec un fabricant alsacien, bon il n'y en a que 2 de pâtes, voilà, pour l'intégration de pâtes, de microalgues dans les pâtes, dans le but de remplacer les œufs. Donc je reviens sur les moyens de production. Donc on différencie, bon il y a plusieurs techniques. Là, c'est la gauche, c'est les bassins ouverts, c'est la technique qui est employée en France. On a des producteurs locaux qui produisent des spirulines de bonne qualité, oui, on peut dire de bonne qualité. Mais bon, ça a plusieurs inconvénients. Bon, on ne peut pas produire des grands volumes dans ce système de production, et c'est surtout au niveau des contaminations. Bon, c'est des bassins ouverts, on peut avoir des insectes. Au niveau bactéries, c'est compliqué à gérer, et le contact avec l'air est aussi... voilà, c'est une source de contaminants, ça c'est clair. Et les rendements sont faits, par contre, ça a l'avantage d'avoir un investissement très faible par rapport à la rentabilité est plutôt forte avec ce type de production. En milieu, on a des photobioréacteurs en verre, donc c'est des tubes en verre dans lesquels on fait circuler une suspension de microalgues. Ça permet d'avoir une très très bonne productivité. Ça, c'est plutôt destiné à la pharmaceutique, voire à la cosmétique. Mais l'inconvénient, c'est le coût d'investissement. Nous, notre moyen de production, je ne peux malheureusement pas vous le montrer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un mélange des 3. C'est-à-dire qu'on a pris les avantages de chaque moyen de production et on a essayé de ne pas prendre les inconvénients, évidemment. Donc, comment se passe la récolte? Donc la récolte, on a plusieurs techniques de récolte. Ce qui se fait traditionnellement, c'est qu'on passe la solution de microalgues sur un tamis, ou alors on peut utiliser les centrifugeuses. Et donc on obtient cette espèce de flan. Ça a vraiment la consistance d'un flan, ça adhère pas aux parois. Donc ça, c'est de la spiruline. Et ensuite, il faut la presser, parce que si on la presse pas et qu'on la sèche directement, il y a développement de moisissure. Et donc, on obtient l'image du milieu, une pâte beaucoup plus compacte et qui a un goût absolument insipide, totalement neutre à ce stade.
Et ensuite, une fois qu'elle est séchée, là, on développe les arômes de la spiruline et on se rend compte qu'en fait, la température de séchage des microalgues influe énormément sur leur goût et sur leur couleur aussi. Il faut savoir que en fait, les températures de séchage, plus elles sont élevées, plus on va rompre et on va supprimer l'intégrité de la cellule, donc, et on va par exemple développer des arômes de poisson dus à la présence d'acides gras. Et on a différentes formes, donc en poudre, en comprimé, il suffit juste de comprimer la poudre en gélule, et les extraits. Donc nous, chez Algae, on développe un extrait, comme beaucoup d'entreprises qui travaillent dans la spiruline. Donc c'est un extrait donc riche en phycocyanine. Il y a différentes techniques d'extraction. Pour nous, on a privilégié une technique d'extraction verte, donc sans solvant. Et donc la phycocyanine, elle peut être utilisée en tant que colorant à rajouter dans l'alimentation, ou même en tant que directement antioxydant. Certains industriels la commercialisent en tant que boisson antioxydante. Donc voilà, un exemple. Donc ça, c'est un de nos clients, c'est Kyo Kombucha, donc, qui ont développé une boisson à base de phycocyanine. À droite, donc, on a ces fameuses pâtes avec donc, la spiruline. On a également des chocolats. Donc moi, je ne suis pas très fan des chocolats à la spiruline. Je trouve que bon, l'association n'est pas... Bon, c'est un ressenti personnel après. Hein. Par contre, on avait effectué un jus d'orange à la spiruline. C'est ce que vous voyez en haut au milieu. Et ça, c'était le retour des personnes qui avaient dégusté. C'était vraiment un très très bon retour. Et enfin, bon, je vais vous présenter voilà, nos différents partenaires. Donc notre client principal, c'est Terrasana via Diet Aroma. Et voilà, nous sommes financés par la BPI. Et je remercie également tous nos partenaires, dont Alsace Innovation et ID Alsace. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Encore une fois, on a maintenant beaucoup plus d'informations sur ce que sont les microalgues. Et il y a encore aussi beaucoup de questions, mais vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui restent encore en suspens. Alors moi, j'ai déjà quelques questions, très rapidement, des questions un petit peu techniques et puis d'autres plus économiques. Avant tout, j'allais faire juste une petite parenthèse qui me semble importante parce qu'on a repris souvent le chiffre de 70% à l'horizon 2050, qui est beaucoup utilisé effectivement pour toutes les solutions qui se présentent aux alternatives aux protéines animales. Il faut rappeler que ces prévisions, c'est les prévisions tendancielles de la FAO qui prennent en compte le fait que tout le monde dans tous les pays du monde vont se mettre à manger comme les pays occidentaux. Donc c'est à condition que tout le monde se mette à manger comme les pays occidentaux. Et évidemment, il y a d'autres prospectives qui se basent sur d'autres chiffres. Il y a forcément une croissance qui est liée à la croissance démographique, ça c'est incontournable, mais après les évolutions de mode de consommation peuvent aussi jouer et on n'a pas forcément absolument besoin de plus de 70% de protéines à l'horizon 2050. Ça c'est un petit point parce que c'est vrai que c'est des chiffres qu'on entend souvent. Et pour revenir aux microalgues, on entend aussi ces chiffres sur le taux de protéines, comme on l'a vu aussi pour les insectes, mais juste une petite question à l'un ou à l'autre. Est-ce qu'on parle sur la matière sèche ou la matière fraîche? Et même question pour tout ce qui est nutriments, vous avez parlé des bêta-carotènes ou autres. Est-ce que toutes les qualités sont préservées après le séchage? Toute la composition en protéines, c'est toujours 70%. Les différentes vitamines, antioxydants aussi, après le séchage, et aussi une fois que c'est incorporé dans des produits comme les pâtes, par exemple. Ok. Alors, il faut savoir que nous, déjà, notre spiruline, au niveau du séchage, nous, on a privilégié un séchage à 40 degrés. C'est ce qui se fait traditionnellement. On a effectué des tests et l'intégrité, oui, des propriétés de la microalgue sont conservées. Si elles sont conservées à l'abri des UV. Parce que les microalgues, enfin, les pigments, certains pigments dont la phycocyanine est sensible aux UV. D'accord, c'était à peu près... Les chiffres que j'ai rapportés, moi, oui. Effectivement, c'est sur la matière sèche. Oui, sur la matière sèche. Dans le domaine des microalgues, on raisonne tout le temps en matière sèche, que ce soit au niveau rendement ou autre, c'est tout le temps en matière sèche. Et puis j'ai envie de vous poser un peu la même question que tout à l'heure à Insect, la comparaison de prix par rapport à l'alimentation animale que ça pourrait remplacer. Alors, c'est compétitif? Non. Non, actuellement, en fait, il ne faut pas voir les microalgues comme l'unique solution, mais actuellement, pour 100 grammes de spiruline, il faut compter entre 10 et 15 euros. Nous, le but, c'est vraiment d'abaisser le
le prix et de casser le marché. Parce que quand on dit aussi que ça va être la solution pour nourrir le monde, la solution pour nourrir le monde, elle passe d'abord par l'accessibilité économique des produits. Hein. Évidemment. Actuellement, non, c'est pas la solution pour nourrir le monde. Non, on est d'accord. Juste... Mais je vais laisser la salle poser aussi ces questions. Est-ce que vous avez envie d'en manger? Est-ce que c'est aussi une question à poser? Oui, ça marche. Jean-Louis Bertha, à Paris. Vous nous avez dit que vous aviez fait des essais sur l'alimentation des poissons. Et qu'est-ce qu'il en est des qualités organoleptiques des poissons quand ils ont mangé de la spiruline? Ah, ça je ne sais pas, parce que l'étude n'est pas encore terminée. Donc mais par contre, ils sont verts à l'intérieur. C'est ça, j'ai compris. Il y a une coloration. Après, il y a une coloration, mais après, bon, ça peut être contrôlé. Il ne faut aussi pas uniquement se focaliser sur la spiruline. On peut utiliser d'autres microalgues avec totalement d'autres propriétés. Comme dit, voilà, la spiruline, c'est une c'est pas une microalgue, c'est une cyanobactérie. C'est une cyanobactérie parmi une pléthore de microalgues. On ne connaît même pas encore, voilà, 1% de ce qui peut se faire. Donc après, on peut imaginer d'autres microalgues riches en protéines et sans pigmentation. Donc le but, c'est de trouver une microalgue pour chaque application. Donc vous travaillez en recherche sur d'autres microalgues? Oui, là on a fait mes collègues ont fait un prélèvement cet été en Camargue pour isoler d'autres microalgues. Donc, d'accord. Gérard Boivin. J'aurais une question à vous poser qui est plutôt une question prospective, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous en êtes là, mais ce qui est intéressant, c'est l'horizon des 10 à 15 ans. Et donc, si je reste sur le poisson, mais c'est vrai aussi sur le porc et la volaille, quelle sera, d'après vous, entre les farines de poisson, entre les algues et puis les insectes, celle qui sera la plus compétitive en rapport qualité-prix à l'horizon des 10 à 15 ans? Parce que c'est ça la vraie question définitive. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous répondre. Après, je vais vous faire une réponse bateau. À mon avis, il faut utiliser chacune des trois. Pas uniquement c'est la diversité qui fait la force, quoi. C'est pas... On ne peut pas se focaliser uniquement sur une seule ressource parce qu'à mon avis, chacune des ressources a ses inconvénients et ses avantages. Après, je ne suis pas capable de répondre à la question. Bonjour, Caroline Champion, exploratrice de saveurs. Je me posais la question en termes de main-d'œuvre. On a parlé tout à l'heure pour les insectes du fait que tout était automatisé et que du coup, apparemment, c'était très peu, ça nécessitait très peu de main-d'œuvre. Qu'en est-il de la culture des algues? Est-ce que Alors la culture des microalgues, actuellement nous on est encore au stade semi-industriel, donc ça nécessite encore pas mal de main d'œuvre. Bon, par exemple on est actuellement 4 sur le terrain donc, pour produire 60 kg par mois, pour vous donner un peu une idée. Et par contre à l'avenir tout sera automatisé. On peut considérer, une fois qu'on a toutes les sondes en place, si on mise sur une récolte par semaine, une personne à 2 personnes suffit pour gérer un terrain de 1 hectare, par exemple. Voilà. Et moi, j'avais encore peut-être une autre petite question, si on a encore le temps, Florence, parce que vous nous avez expliqué le système en éco-industrie, enfin le fait de pouvoir utiliser à la fois l'eau et l'énergie dégagée par la malterie, ce qui, d'un point de vue environnemental, paraît très, très sensé et très intéressant. Mais pour ce qui concerne le consommateur, je me pose des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être bien perçu, surtout si vous utilisez le terme d'effluent industriel? Oui. C'est vrai que les algues, il y a quelques enquêtes qui montrent que c'est plutôt associé à quelque chose de naturel, donc ça c'est bien, quelque chose de sain. Mais par contre, si ce procédé est connu, le fait, est-ce que ça risque pas d'entacher un peu l'image du coup de la production? C'est vrai qu'il y a un paradoxe, parce qu'on dit souvent que les microalgues fonctionnent comme une éponge, qu'elles sont détoxifiantes pour les milieux, et après on les vend en tant qu'aliment. Ouais. Donc c'est clair que ça peut... Il y a un décalage. Et c'est pour ça que nous, en fait, on a un double, on a plusieurs positionnements. C'est qu'on ne va pas uniquement rester sur cette malterie de Cargill. C'est qu'on va, prochainement, là, on va se développer sur un autre site industriel, donc chez Suez, dans les Vosges.
Et on est également en discussion avec des data centers donc, qui produisent énormément de chaleur. Donc c'est un problème, il faut la valoriser. Et donc là, on serait sur des eaux effluents avec donc on s'affranchit exactement de cette contrainte dans le cas des data centers, effectivement, exactement, que voilà. le côté industriel où on pense effectivement rejet, pollution industrielle ou ce genre de choses. Merci beaucoup.